Je vais un peu plus spécifier ce que je vais appeler la reterritorialisation, on en a parlé ce matin, de la commande et de la commande publique. Effectivement, on l'a redit ce matin, pour nous, à la preuve par 7, et je vais vous parler de la preuve par 7, de ce dispositif national, le patrimoine est un alibi pour repenser la commande publique, son ancrage local et peut-être repenser un projet de société. Et pour nous, la question la plus importante, c'est de se dire à un moment donné, effectivement, il y a une histoire sur ce patrimoine, peu importe le type de patrimoine, on ne parle pas forcément d'objets classés ou avec une étiquette particulière, mais en tout cas, il doit faire l'objet d'une nouvelle valeur d'usage, puisqu'il est vacant aujourd'hui, et il peut être justement le support, l'outil levier pour refaire société. Donc ça, c'est vraiment notre point de base. C'est-à-dire qu'effectivement, et on l'a très bien entendu ce matin, ça veut dire qu'il faut travailler en amont de la commande et que cette commande, elle ne peut pas être écrite de manière isolée ou de manière très directive. Et le rassemblement ou la concertation, elle se fait bien en amont et elle est fondamentale. Moi, je ne parle pas de concertation parce que pour moi, telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a expérimenté auprès de Patrick Bouchin notamment, puisque moi, je suis architecte urbaniste depuis 15 ans, ce qu'on appelle un outil qui s'appelle la permanence architecturale, dont je vais vous parler, qui est le fait que l'architecte aujourd'hui peut redevenir non pas le dernier maillon de la chaîne de la réparation d'un bâtiment ou de la réponse à la commande, mais en remettant de l'ingénierie de conception en amont de la commande et sur le temps long dans des territoires décentrés où il y a peu d'accès à l'ingénierie, peut permettre justement de faire un pas de côté sur des projets qu'on a en tête avec des dispositifs de politique publique bien souvent un peu trop téléguidés depuis le haut et qui ne s'adaptent pas à nos territoires, peut permettre justement cette ingénierie en amont de la commande de travailler sur le temps long à l'appropriation d'une commande publique collective, sociale, citoyenne et de faire en sorte que derrière, il y ait une mise en œuvre opérationnelle de suite. Parce que le gros problème des études en amont, vous êtes chargé de projet, on arrive toujours à chercher un peu d'argent pour aller faire des études. Seulement, quand elles sont faites ex nihilo par des bureaux d'études indépendants qui ne viennent pas de vos territoires, bien souvent, elles vont servir, je le fais exprès d'être caricatural, mais moi je travaille avec beaucoup de maires sur beaucoup de territoires en France, notamment à travers la preuve par 7, qui n'en peuvent plus de ces études sur papier qui ne permettent pas le passage à l'opérationnel, puisque bien souvent, et notamment quand on parle du patrimoine déjà construit, on fait rentrer au chausse-pied des choses, comme on l'a très bien vu ce matin, qui ne peuvent absolument pas être pérennes avec un modèle économique ou qui ne trouvent pas son opérateur. Donc l'étude en acte, l'étude sur le terrain en amont va permettre aussi de valoriser un site vacant. En acte, pourquoi ? Parce qu'on le fait sur le terrain même où la problématique se pose sur le terrain du sujet et va permettre aussi d'aller pouvoir chercher des opérateurs derrière, puisqu'une fois qu'on fait revivre le site, on redynamise aussi le local, que ce soit le petit bourg, la ville moyenne, etc., etc. Donc la preuve par 7, c'est un dispositif qui a maintenant 7 ans et qui est né de projets qui ont fait leurs preuves. Donc moi, je suis issue de 2 projets où on a monté des permanences architecturales un tout petit peu on va dire expérimentales et qui ont fait leur fruit un peu, on va dire, total, puisque j'ai habité pendant 3 ans une petite rue de logement social à Boulogne-sur-Mer pour réparer les logements sociaux avec la population sans opération tiroir. Et j'ai monté le projet de l'Hôtel Pasteur à Rennes, où j'ai établi ma permanence architecturale sur 6 ans, dans une ancienne faculté vacante en plein centre-ville à réhabiliter. C'est pour vous dire que ces projets ont été des démonstrateurs, il y en a bien d'autres, hein, mais ils ont été des démonstrateurs qui ont permis à l'État de reconnaître que cette façon de faire, c'est-à-dire de déléguer de l'ingénierie de conception, je ne dis pas que technique, de conception, urbaniste, architecte, paysagiste, designer, fondamentale, notamment dans la réparation du patrimoine, il faut qu'on puisse penser le projet en amont. Mais c'est pas des tableurs Excel, penser le projet. C'est bien au contraire se dire que dans un château, dans un ancien hangar agricole, dans une ancienne boulangerie en cœur de bourg, etc., etc., on peut repenser les choses de manière projetée, en conception. Et donc, il vous faut, vous, chargé de projet, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville, Village d'avenir, il vous faut avoir en tête que vous devez avoir cet esprit de création qui est fondamental, notamment à l'heure du ZAN, pour repenser une meilleure habitabilité des territoires à partir du déjà là. Et ça veut dire que le technicien ne suffit pas et qu'il faut aussi des concepteurs à la barre de la rédaction de la commande. Pas seulement une fois que la commande est décidée, parce que bien souvent, elle n'est pas forcément bien écrite. Donc pour qu'on ait un bon projet, pour que les architectes, et on l'a très bien entendu avec Charlotte et Jean-Jacques ce matin, pour que les architectes aient une bonne commande et qu'ils fassent un projet qui correspond réellement aux besoins, il faut que la commande soit bel et bien
écrite et répondent aux besoins et à un contexte particulier. Donc on se situe, la preuve par 7, c'est un dispositif qui est aujourd'hui accompagné par le ministère de la Transition écologique avec la DGALN, le ministère de la Culture avec la DGAP, Direction de l'Architecture et du Patrimoine, et la Fondation de France. Et on a décidé d'accompagner plusieurs territoires en France, dont 2 petites villes de demain, certainement un village d'avenir, non, village d'avenir, il serait déjà dedans puisque vous êtes la promo, et Action Cœur de Ville. Donc on a par exemple un projet de revitalisation de l'ancienne gare désaffectée de Lunel, qui est, elle, Action Cœur de Ville. On travaille sur la rénovation de l'ancien collège jésuite en plein cœur de bourg, de Billon, plus de 8000 m² désaffectés, petite ville de demain. On travaille à l'échelle du petit bourg, puisqu'on est sur Pérignat-sur-Allier à l'élaboration d'un plan guide en acte pour la revitalisation du centre-bourg, 1500 habitants. Donc on se situe comme ça sur des échelles très très différentes. C'est-à-dire que je vous ai parlé de projet à l'hôtel Pasteur à Rennes, qui est la métropole, mais on a démontré depuis 7 ans que les méthodologies de l'action de la permanence architecturale sur le temps long et de la programmation verte peuvent s'établir à différentes échelles sur le territoire national et porter leurs fruits différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver, il ne faut pas qu'un maire croie qu'il va faire l'hôtel Pasteur dans son centre-bourg, mais avec l'élaboration d'un plan guide en acte dont je vais vous parler, d'une étude de faisabilité en acte sur le terrain même du projet, l'ouverture du patrimoine au public, on va définir un projet auquel on n'a pas pensé à l'avance, mais qui va répondre bel et bien à des besoins territoriaux ancrés et peut-être pouvoir faire filière économiquement et développer une nouvelle économie locale et répondre à des enjeux de société. Donc vous avez un peu les fondamentaux de la preuve par 7, je ne vais pas vous les relire, mais la première des choses, c'est d'habiter le site même du projet. C'est-à-dire pas forcément habiter le patrimoine, mais en tout cas habiter le territoire dans lequel se situe le patrimoine pour ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que tous les chargés de projet aujourd'hui réinvestissent leur métier sur un territoire. Et donc, il va falloir trouver une coopération. Ça, je sais que ça va être difficile parce que, suivant les chargés de projet, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville et Village d'avenir, vous n'êtes pas du tout aux mêmes échelles, avec des coopérations d'acteurs très, très différentes, mais vous avez une posture de permanence sur un territoire. Donc, la permanence, vous pouvez vraiment vous définir comme permanent sur un territoire pour accompagner une autre action sur un plan guide, une nouvelle action pour la réparation de patrimoine, mais il faut que vous preniez des cas d'études. Ce qui va être très compliqué pour vous, c'est d'être sur de la planification générale. Il faut vraiment que vous arriviez avec vos élus sur les terrains ou dans vos villages à trouver les élus les plus volontaristes, parce que sinon on ne fait rien, et à trouver vraiment des cas spécifiques que vous prenez en main. Vous ne pourrez pas être sur tous les fronts. Il y a quelqu'un qui disait j'ai 23 villages en Aveyron tout à l'heure. Et bien 23 villages, je ne pourrai rien faire. Par contre, c'est de prendre vraiment des situations concrètes, des cas concrets, de se dire j'en accompagne peut-être 3 qui feront boule de neige après, parce que vous allez pouvoir mettre en coopération les acteurs sur un territoire, travailler avec la communauté de communes, etc. Donc s'installer sur le site même du projet, révéler les possibles ignorés, ça veut dire que l'architecte remet son bureau à l'intérieur du patrimoine vacant et réouvre à la population les espaces. Je passe un peu vite vous aurez de toute façon le PowerPoint. Là, je vous donne la conclusion, mais je vous la redis après, mais pour que vous ayez en tête le cheminement de pensée. L'étude en acte ou la permanence architecturale, c'est-à-dire arrêter de faire appel à des bureaux d'études ex nihilo qui viennent 2 jours sur le terrain et qui vous pondent une étude qui va comme ça vous définir ce qu'il va falloir faire demain ou quelle est votre étude commerciale, quelle est votre étude... Ça, on est convaincu aujourd'hui que cette superposition d'études ne fonctionne pas s'il n'y a pas un chargé de projet qui vient compiler les choses et qui vient sur le terrain faire le récit d'à quoi pourraient correspondre ces études en acte sur le territoire. Donc, mener de front, c'est-à-dire la permanence architecturale, ça permet de faire, de mettre en scène, on va dire, les études de faisabilité architecturale, technique et pré-programmatique et de les confronter à l'occupation en acte, c'est-à-dire à la mise à l'épreuve des bâtiments par l'usage. Et ça, faut pas avoir peur, parce que dans les petites communes, ça se fait très vite. Autant dans les métropoles, vous avez des échelles de projets, des échelles sur lesquelles les choses peuvent se faire beaucoup plus vite qu'en métropole. En métropole, on a de l'ingénierie, on a des opérateurs, tout ça on a. Par contre, on a malheureusement, la responsabilité du maire est trop énorme et du coup c'est plus difficile certaines fois en métropole ou dans les grandes villes de pouvoir comme ça redonner, travailler avec on va dire les services immobiliers pour une convention d'occupation précaire ou temporaire. De temps en temps on ne sait pas le faire, par contre on sait très bien que dans les villages ils le font sans occupation. C'est-à-dire que dès qu'il y a un besoin, le maire, il a les clés de l'épicerie à côté et il va faire les choses. Il ne faut pas avoir peur de se dire c'est que comme ça qu'on travaille et surtout à votre échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros... ne pensez pas qu'au château privé,
tout le patrimoine vacant peut faire l'objet à un moment donné d'une recohésion sociale et surtout d'un atelier public d'architecture et d'urbanisme. C'est ce dont ont besoin les villages, les villes moyennes. C'est de remettre l'atelier public d'architecture et d'urbanisme au cœur de bourg. Donc je le redis aux chargés de projet Village d'Avenir, n'hésitez pas à ne pas rester en préfecture. Et à dire que c'est sur le terrain qu'il faut que vous alliez vraiment réouvrir les choses, trouver les personnes, c'est pas forcément vous, mais vous dire que vous devez mettre en place une gouvernance très particulière pour qu'il y ait des personnes qui se saisissent de cette vacance et puissent la réouvrir, tenir des permanences, travailler sur ce qu'on pourrait faire, pas forcément à vous parce que vous allez avoir effectivement une échelle de projet trop vaste. Par contre, de se dire que vous allez trouver des acteurs qui vont coopérer sur le territoire, que vous pouvez faire appel au CAUE, au PNR, aux agences d'urbanisme local, ne pas hésiter à regarder la complexité des acteurs et à se dire que vous pouvez trouver de l'ingénierie à mettre à disposition sur les sujets que vous avez repérés avec vos élus locaux. Donc, généralement, le maire, sur chaque projet sur lequel on a travaillé, peu importe le cas d'échelle, les maires sont très friands puisque l'étude en acte va permettre effectivement à l'architecte de venir faire une étude technique normale d'un bâtiment, une étude patrimoniale du site, faire venir des bureaux d'études en même temps qu'il l'ouvre au public. C'est-à-dire que le site renaît et est réactivé, donc réidentifié par la population en même temps que les études se font. Ce qui permet aussi de tester les choses, de tester ce qu'on appelle la programmation ouverte, c'est-à-dire de ne pas partir bille en tête avec un programme prédéfini sur ce qui a marché dans les années 80 mais qui ne marchera plus aujourd'hui, et de se dire que peut-être, et notamment à l'heure d'une crise démocratique quand même qui est grandissante, c'est de permettre aussi aux populations locales de faire advenir un projet en l'occupant. Et elles aussi ont des métiers, ont des savoir-faire, peuvent développer demain des filières sur le territoire, je pense aux entreprises locales, aux artisans, etc., et refaire confiance à cette population pour qu'elle puisse elle-même venir retisser et peut-être se dire qu'effectivement elle n'avait pas de place pour faire quelque chose, mais que dans le bâtiment, une fois qu'il est réouvert, elle se rend compte qu'elle peut inventer quelque chose par son occupation et qui peut faire boule de neige à côté d'autres occupations et re-rencontrer des personnes qui ne se rencontrent plus parce qu'ils habitent dans les lotissements et plus en centre-bourg, et les faire se re-rencontrer au cœur justement de l'objet à réidentifier patrimonial et qui peut permettre aussi de réactiver nos démocraties locales. Donc ça, j'y crois fortement parce que ça a été prouvé sur les projets qu'on a montés. Je vous invite à regarder aussi les podcasts qu'on a sur l'école du terrain, qui est notre centre de ressources, où vous allez avoir vraiment les vœux des maires qui ont accompagné ces projets-là et qui expriment en quoi cette façon de faire leur permet à eux d'être réidentifiés aussi au niveau communal, local, de refaire comprendre que moi, je crois encore au pouvoir de la commune et à l'échelle de la commune, qui est vraiment la plus belle échelle pour expérimenter et pour après faire des petits, je pense. Et il faut les accompagner, ces maires, parce qu'ils souffrent aussi, et la position de l'élu aujourd'hui est très, très compliquée. Donc vous avez cette obligation-là, quelque part, en tant que chargé de projet, mais nous aussi, en tant qu'architectes urbanistes, on a cette obligation aujourd'hui de reconquérir, au bon sens du terme, ces territoires-là, d'aller dans les territoires décentralisés, décentrés, où il y a peu d'ingénierie, pour leur permettre justement, à l'heure du ZAN, du rapatriement des populations dans les terres et du recul du trait de côte, de travailler sur une nouvelle habitabilité des territoires à partir des ressources matérielles et immatérielles qui composent le territoire. Donc c'est du temps long, c'est être sur le terrain, c'est aller voir les populations, les commerces, les artisans, les entreprises, comprendre quels jeux peuvent jouer tous les acteurs du territoire pour la refonte d'un patrimoine qui peut redevenir un élément symbolique de la réactivation des démocraties locales. Je vous passe pas le tout, mais ça permet aussi, donc les études sur le temps long, pour moi, c'est de 1 à 3 ans. Et 3 ans, c'est un minimum pour faire sortir un projet. Mais ça, vous le savez tous. C'est-à-dire que de la première étude jusqu'à l'étude de faisal, l'étude pré-programmatique, l'étude pré-opérationnelle, jusqu'à ce qu'on trouve les financements pour faire un projet, 3 ans, c'est un minimum. Donc c'est pour ça que vraiment, faut pas avoir peur de se dire que c'est du temps long, effectivement, qui doit être mis en amont et qui vous permettra derrière d'être meilleur sur le budget d'investissement et de fonctionnement, comme ça était très bien dit tout à l'heure. Voilà, donc la première des choses, là je vais être très concrète, c'est de s'installer sur le site même du projet. Donc ça se fait de plusieurs manières. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le cas vraiment étude avant de lancer un appel d'offres, donc étude d'AMO, d'AMU. Donc il y a aujourd'hui l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais aussi un nouveau mot qui arrive, c'est l'assistance à la maîtrise d'usage, pour permettre d'accompagner justement des velléités sociales, citoyennes et privées à advenir dans un bâtiment vacant.
Et ça peut se faire, je vais vous donner un cas très concret, quand on ne sait pas comment lancer un appel d'offres. Tout à l'heure, j'entendais, il faut lancer des appels d'offres pour faut mettre en concurrence. Pas tout le temps. Quand vous êtes dans des petits villages, vous allez voir de plus en plus d'architectes, de jeunes architectes et de jeunes urbanistes en ont marre de travailler en libéral dans les grosses agences et n'ont qu'une seule envie, c'est de se resituer sur un territoire dans lequel ils montent leur agence et ils travaillent au plus proche des commanditaires. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. On le voit bien quand je vais dans les écoles, les jeunes aujourd'hui, le modèle de l'agence traditionnelle, ils n'y vont plus. Et donc une seule envie, c'est de retrouver un sens à leur métier et de travailler à l'endroit même où ils habitent parce qu'ils connaissent mieux les choses et les enjeux. Donc, de temps en temps, vous pouvez, en tant que collectivité, ou quand vous accompagnez une collectivité, avoir accès à un jeune collectif d'architectes qui se sont réemparés de ce territoire et qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aider et d'accompagner à justement une meilleure habitabilité d'un site, d'un patrimoine, d'un espace en friche, etc. Et pour éviter, par exemple, comme on sait qu'une permanence architecturale, une étude de permanence architecturale, c'est 100 000 € minimum par an, vous pouvez, dans la commande publique, faire appel aux achats innovants, par exemple, qui vous permettent de ne pas mettre en concurrence à moins de 90 000 € par an. Le truc, c'est que c'est pas reconductible. Donc nous, on aimerait bien travailler avec la MIC, la mission interministérielle de la qualité des constructions, pour travailler sur la commande publique, justement, pour permettre à ce que dans la commande publique, on puisse avoir ces achats innovants qui puissent être renouvelés sur 1 an ou 2 ans, par exemple. Ce serait intéressant. Parce que là, comme la commande change et que tous les métiers de la filière changent, il faut absolument revoir aussi les modalités de la commande publique. Pour nous, c'est fondamental. Donc on tient tous les tenants et les aboutissants. Et à votre échelle, je suis persuadée qu'on peut plus facilement le faire qu'en métropole. Vous allez avoir d'autres problèmes, puisqu'il y a un manque d'ingénierie, il y a un manque d'opérateurs. Par contre, une plus grande liberté et agilité dans les façons de faire administratives et techniques. Parce qu'il y a un rapport humain très fort et qui va très vite entre les services d'une ville, d'une interco, les techniciens, les EPCI, etc. Ça peut être dans le cadre, quand vous êtes en phase, quand vous voyez qu'un élu veut tout de suite passer en phase maîtrise d'œuvre, c'est les accords cadres avec marché subséquent. Moi, j'y crois beaucoup. On en parlait tout à l'heure avec Charlotte. Effectivement, c'est ce qui va permettre d'avoir la même personne sur le temps long. Donc, la même ingénierie sur le temps long. C'est-à-dire, on ne sait pas encore quoi faire. Il faut d'abord faire des études techniques, des études architecturales, des études patrimoniales, et puis ensuite des études structurelles. Et ensuite, peut-être se dire que on va ouvrir la programmation de ce site et donc travailler sur son exploitation future à partir des besoins locaux et donc comme ça avoir une même équipe qui tient tout le long de ces études jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Sur certains sites, ça nous paraît fondamental qu'il n'y ait pas de perdition, en tout cas, de la gouvernance et que le chargé de projet et de mission puisse tenir toutes les phases de la commande jusqu'à la réalisation. Et ça peut être en partenariat local avec des associations ou acteurs du territoire que vous avez décelés et trouvés. Pas la peine de faire venir le Parisien. Sur vos territoires, il va y avoir des acteurs. Nous, c'est ce qu'on a fait avec la preuve par 7. Chaque permanent sur chaque terrain, on les a trouvés en local. Et ils ont été financés par le local. On n'est pas une agence. Donc l'idée, c'était de se dire comment on redonne cette ingénierie, ce pouvoir d'agir au local, comment la décentralisation sur cette question-là fonctionne, et comment on trouve, il y a des écoles d'architecture suffisamment dispersées un peu partout sur le territoire national, des étudiants qui de plus en plus se réintègrent là où ils ont vécu, grandi, et veulent retravailler sur le territoire qu'ils connaissent. Il faut vraiment refaire confiance à cette jeunesse qui, à un moment donné, veut se réintégrer sur ce territoire. Et là, sur ces études-là et sur ces permanences, faut y aller avec ceux qui ont l'envie, mais comme vous êtes des permanents de vos territoires, et comme je pense, on est en train de travailler avec sur ça avec la preuve par 7 aujourd'hui, il faut redonner du pouvoir aussi au CAE qui gère sur la question du département et des PNR, qui sont des acteurs qui, à mon sens, demain sont les premiers à être de l'ingénierie gratuite pour les collectivités locales et territoriales et travaillent sur le temps long et sont les premiers à être permanents. Mais il faut revoir la question de leur financement. Donc très vite, là je vous prends un exemple, ça c'est l'ancienne gare de Lunel, donc petite ville de demain, ville de 25, c'est Action Cœur de Ville, ville de 25 000 habitants. Donc on travaille avec la SNCF Immobilier qui a pour une fois voulu, c'est pas ce qu'elle fait dans le cadre de son programme, je ne sais plus comment il s'appelle, Mille et une gares. Là c'est un autre, il n'y a pas de programme, mais l'idée, parce qu'on a un chef de projet chez la SNCF Immo dans l'Hérault qui est formidable et qui a voulu faire appel à la preuve par 7 pour dire voilà, moi je viens de construire le pôle multimodal à Lunel, mais le pôle multimodal a révélé qu'il y avait cette ancienne gare désaffectée qui était les logements des cheminots à la base. Dont je ne sais pas quoi faire, mais qui soutient les voies, donc je ne peux pas me désemparer de ce patrimoine. Et puis de toute façon, la SNCF ne vend plus, et elle a bien raison.
mais par contre, je veux le remettre à destination d'un objet commun et d'un objet d'intérêt général. Et du coup, là, on a été chercher une permanence architecturale qui s'appelle Mathilde, qui vient de Montpellier, et qui a tenu depuis 2 ans et demi la permanence, qui a réouvert ce lieu aux besoins et aux envies de la population. Ça veut dire travailler tout de suite avec les services techniques, avec un petit chantier d'insertion, pour réouvrir 3-4 quelques mètres carrés de ce bâtiment, peut-être pas tous les mètres carrés, refaire très facilement, remettre un peu d'électricité et un minima de mise aux normes, accessibilité au public. Et ça, faut pas avoir peur de prendre ce risque-là, c'est-à-dire d'avoir tout de suite un tout petit budget d'investissement travaux pour permettre une réouverture au public qui va vous permettre demain d'avoir une étude pré-programmatique vraiment en acte. En acte, ça veut dire qu'elle a été faite sur mesure avec le bâtiment et c'est à nos occupations de réinterpréter notre architecture et c'est pas à nos patrimoines de réinterpréter nos occupations. Il faut les deux vont ensemble. Mais quand on fait ça, on fait confiance aussi à la population qui va inventer des choses qu'on n'est pas capable d'inventer nous-mêmes sur un programme qu'on viendrait caler comme ça dans des espaces existants. Il faut se situer géographiquement quand on fait ça, parce qu'effectivement, quand on réouvre, c'est aussi se dire, n'ayons pas peur de faire des événements, de faire en sorte que les événements de la ville, de la commune, des villages, les événements culturels, traditionnels, puissent se situer à l'endroit où on a envie de réouvrir le patrimoine, où on se dit qu'il y a un projet à faire, même si on n'a pas l'argent pour le faire au point de départ. C'est de la stratégie, c'est de l'agilité, ça travailler avec les services culture, travailler avec le monde associatif. Il faut vraiment que vous soyez très ouvert à cette façon de faire qui est de dire, voilà, à un moment donné, je délocalise le marché, ce qui nous permet de réouvrir la cour centrale d'un bâtiment, par exemple l'ancien collège jésuite de Billon. Je vais faire en sorte qu'il y a parce que je sais qu'il y a des producteurs locaux qui veulent faire un truc à un moment donné, et ben je vais leur dire, il y a ce site qui est nouveau, et peut-être que ça va ramener la population à redécouvrir ce site qu'elle ne connaît plus, et déjà voilà, recommencer à recréer un récit à partir de l'histoire de ces bâtiments. Faire très vite des travaux d'ouverture des portes, des fenêtres, puisqu'elles ont toutes été condamnées sur le collège de Billon. Vous allez toujours avoir affaire à... Il ne faut pas attendre d'avoir l'argent pour tout de suite, d'avoir l'argent pour réparer le site ou réparer tout le clos couvert pour faire quelque chose. Surtout pas. Aujourd'hui, on est en capacité quand même, avec peu de moyens, de très vite réouvrir le site aux besoins et aux envies de la population en se disant qu'on fasse dans le temps. Il n'y a que certains espaces où on fait quelques menus travaux d'amélioration des conditions de sécurité. On met les pompiers, un bureau de contrôle, c'est pas compliqué, autour de la table. Si c'est classé, il faut tout de suite mettre l'ABF effectivement et le restaurateur, enfin les monuments, les MH ou l'architecte du patrimoine qui va nous dire très clairement ce qu'on peut faire en forain, pas en forain, mais en tout cas des choses qui peuvent être démontées en forain. Ça veut dire que vous pouvez le démonter. On va pas percer les murs et mettre des câbles, des fluides. C'est très facile, mais il vous faut être accompagné par un architecte. L'architecte, il a un rôle pas forcément de maîtrise d'œuvre aujourd'hui, mais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur ces questions-là qui est fondamentale. Parce qu'il va vous trouver avec agilité la façon dont très vite on peut le réouvrir à moindre frais en faisant des choses foraines. Et bien souvent, elles vont durer. Hein. Là, je vous montre un peu qu'on peut être... Donc là, c'est l'ancien collège jésuite de Billon qu'on a réouvert depuis 2 ans et donc la permanence architecturale montée par un collectif qui s'appelle Rural Combo qui a décidé de réhabiter en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le Puy-de-Dôme depuis maintenant 10 ans. C'est des anciens de chez Bellastock qui ont tout simplement dit on n'en peut plus de Paris et on veut juste vivre sur un territoire avec un périmètre d'action, avec les élus qu'on connaît autour de là où on vit. Et donc, ils se mettent à disposition. Il faut retrouver ce rôle de conseil très, très fort auprès des collectivités locales et territoriales pour accompagner cette remise en usage des bâtiments et refaire advenir un projet de société. C'est vraiment l'alibi pour ça. Moi, je crois véritablement en ça. Là, je vous montre la Maison Rouge à Orléans, c'est sur une ZAC, pour vous montrer les échelles de projets complètement différentes. C'est pareil, sur une ZAC, à Orléans, il y avait une ancienne maison désaffectée qui appartenait à l'agglo. Et du coup, elle l'a mise à disposition pour en faire l'atelier public d'architecture. C'est-à-dire que le lieu réouvert permet à la fois d'être le lieu où est tenu l'atelier public d'urbanisme et d'architecture, c'est-à-dire que la concertation, elle se fait en permanence. C'est pas un jour toutes les semaines ou un jour par mois. C'est-à-dire que l'architecte travaille sur le site même du projet. On peut frapper à sa porte, on peut ouvrir, et l'architecte vous fait visiter aussi le site en même temps. Ça change toute la relation. Et on va beaucoup plus vite. On va 3 fois plus vite qu'une étude faite ex nihilo quand on fait ça. Et on se sert des événements locaux pour faire venir les populations qui ne viennent pas aux opérations de concertation. On sait très bien que la concertation, on a toujours les mêmes qui viennent. Il faut faire venir des événements du quotidien qui rendent des services de la vie quotidienne pour faire en sorte que les gens vraiment et la pluralité des personnes s'approprient le devenir du territoire où ils habitent. Oui. Rural Combo. Mais je vais vous donner tous les contacts à la fin. C'était des anciens de Bellastock, mais c'est Rural Combo.
Donc là, voilà, vous voyez, ils ont fait venir le marché dans la cour centrale de l'ancien collège qui était fermé depuis 30 ans. C'est des choses pas compliquées, mais il faut être sur le territoire, faut aller chercher les acteurs qui font vivre localement les lieux, c'est le monde associatif, le monde culturel, mais aussi les médecins. On a ce même problème avec les médecins de campagne et les jeunes médecins qui reviennent. C'est exactement pareil que du manque d'ingénierie. On est sur les mêmes problématiques locales. Il faut trouver d'autres manières de travailler ensemble. Et peut-être réouvrir des espaces. Pour le Covid, il y a une réouverture des espaces pour faire de la prévention sur ces lieux-là. Et les petites villes, elles ne se sont pas fait chier avec les recommandations de l'État. Elles se sont dit à un moment donné, on est dans la mouise, et il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, tous ensemble, il peut y avoir une délégation de responsabilité pour reprendre en main collectivement ce patrimoine et faire en sorte justement de donner envie à des opérateurs d'arriver derrière. C'est de lui redonner une valeur d'usage. Donc installer la permanence, là vous voyez sur l'hôtel Pasteur à Rennes, ancienne faculté des sciences désaffectée. J'ai ouvert mon bureau, là où il y avait d'anciens laboratoires, et c'est le lieu où on fait les maquettes, où on met les plans de la ville, où on travaille sur vraiment une étude de géographie sociale, étude urbaine. Effectivement, ça va bien au-delà, vous posiez la question tout à l'heure de l'étude simplement architecturale. Bien sûr que c'est la Libye, le patrimoine, pour repenser la façon dont on vit un territoire, pourquoi il a été positionné là, quelle est son histoire et comment on se réinvente à partir de son histoire. Ça, c'est fondamental. Et on réinvente nos identités culturelles à partir de cette histoire et d'une nouvelle façon d'habiter. Donc c'est le lieu aussi qui peut être, soyez imaginatif, quand vous vous rendez compte qu'on ne peut absolument pas ouvrir un patrimoine, mais que c'est l'objet sur lequel vous voulez travailler, vous pouvez très vite travailler avec une école d'archi, avec un chantier d'insertion, avec les compagnons bâtisseurs, et vous dites que vous inventez, vous faites un projet, vous pourrez faire un projet d'un chantier expérimental, par exemple si vous voulez valoriser une filière, la terre-paille, le chaux-chanvre, le bois, puisque vous êtes dans une région où il va y avoir ce genre d'artisanat et ce genre de filière, à vous dire que vous pouvez lancer un petit chantier d'expérimentation, d'insertion et chantier école construit par des étudiants et par des organismes de formation et des assos d'insertion locales qui vous permettent de dire on fait un démonstrateur de ce que pourrait être l'isolation de notre future école demain. Je te donne cet exemple parce qu'à Pérignat, par exemple, le collectif Rural Tombeau a travaillé sur un plan guide en acte. Donc l'étude de faisabilité en acte se fait aussi pas qu'à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle du plan guide et d'un centre-bourg et d'une revitalisation justement d'un village ou d'une ville moyenne. Donc ça, vraiment, ça marche à toutes les échelles. Et donc ils ont fait ça à l'échelle justement du plan guide. Et le maire a dit comment on retravaille, on a les PLU, on a les SCOT, on a le SRADES, on a une superposition comme ça de couches de planification qu'on n'arrive plus à intégrer, mais par contre je vais faire en sorte que ma population par contre se saisisse du plan guide qui est un nouvel outil. Et donc on a fait un plan guide en acte, le collectif s'est positionné au cœur du village dans une ancienne boulangerie, et dans plein d'autres endroits du village de Pérignat. Ils ont travaillé sur la question de la gestion de l'eau, je vous en parlerai après, sur la question de l'équipement, de l'habitat, comment les lotissements retravaillent avec la revitalisation du centre-bourg, comment on travaille sur l'architecture vernaculaire désaffectée en plein cœur de ville, comment on fait en sorte, dans une ancienne bastide, de lui redonner une valeur d'usage, parce que ce patrimoine, aujourd'hui, on ne veut plus le réhabiter, effectivement, il n'y a plus de lumière, il n'y a pas de jardin, etc. Et donc, ils ont travaillé pendant 2 ans à monter des ateliers communs avec la population sur tous ces sujets. Et donc, la population, elle est à la barre maintenant on va dire, des prérogatives du plan guide. Donc, ça se fait à toutes les échelles. Donc, voilà, c'est le lieu, en tout cas, qui redevient le lieu de vie, le lieu d'accueil de la population et le lieu où les architectes, les urbanistes, les designers, les paysagistes travaillent avec les services techniques de la ville, les services qui vont gérer le patrimoine, qui vont gérer l'entretien, etc. On a travaillé sur plein d'autres. Donc là, vous voyez la réouverture de l'ancienne halle des Grésillons à Gennevilliers, qui était fermée depuis plus de 10 ans. Vous voyez la MJC à Chicony en Outre-mer, qui était fermée aussi et qu'on a dû réouvrir et revaloriser. Le collège jésuite de Billon, la Maison Rouge à Orléans, pour vous montrer qu'on se situe vraiment à toute échelle. Une fois qu'on est sur le terrain, qu'on a ouvert le bâtiment, qu'on a travaillé avec les services techniques pour faire des menus travaux d'amélioration des conditions de sécurité et qu'on peut ouvrir au public, enfin avant d'ouvrir au public, on mène ce qu'on appelle une étude de géographie sociale, une étude urbaine, où on va rassembler les acteurs. La coopération, elle se fait tous les jours, c'est-à-dire avant de lancer des grands ateliers publics de concertation, il en faut un au départ pour dire la permanence arrive. Vous allez voir, il y a une figure qui va incarner, ou un collectif qui va incarner sur le temps long la personne, le chef de projet qui va vous permettre justement d'avoir accès au projet et de pouvoir donner votre voix au projet. Avant ça, il faut aller voir les gens un par un. Ça, je crois qu'en ça. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'aux ateliers collectifs. Ça, j'en ai fait. À un moment donné, on ne sait plus quoi en faire des ateliers collectifs parce qu'effectivement, ça a été très bien dit tout à l'heure. Déjà, il faut très bien les organiser. Mais il faut aller voir les gens et travailler avec eux un par un
Sur le temps long, moi j'ai passé un temps phénoménal à Rennes pour aller voir l'hôpital, pour aller voir l'assistante sociale, pour aller voir les missions locales, pour aller voir les assos de quartier, pour se dire que tous les quartiers aussi pouvaient avoir leurs droits et leur voix sur un bâtiment qui était en plein cœur de ville et qui ne devait pas appartenir au centre-villien. Donc c'est comprendre le territoire, son monde associatif, sa vie culturelle, sa vie sociale, sa vie de santé, les besoins. Est-ce qu'il y a un problème d'accueil d'intergénérationnel? Est-ce qu'il y a un problème avec les personnes âgées? Est-ce qu'il y a un problème de garde avec les enfants? Il faut être très, très concret quand on travaille vraiment. C'est pour ça qu'on y arrive. C'est parce qu'on répond à des besoins très concrets, généralement. Et qu'on remet la population vraiment à disposition de faire partie d'un enjeu local et qu'après on fait venir les opérateurs qui disent ah bah là il y a une population quand même qui se réactive sur son lieu de vie, il y a un maire qui a envie, on voit bien qu'il y a un manque et il y a des architectes qui ont fait des études techniques vis-à-vis en même temps que le lieu était en mouvement et en site. C'est-à-dire que voilà, si on prend 2 ans, on prend 2 ans mais on a tout fait dans ces 2 ans et on peut passer en phase opérationnelle. Donc c'est construire voilà, des études, donc moi je fais toujours des plans et c'est d'aller à la rencontre des acteurs du territoire, comment ça fonctionne, pas que sur le lieu même, mais repartir de l'histoire aussi du bâtiment. Pourquoi une gare par exemple dans l'ancienne gare de Lunel, qu'est-ce qu'elle a accueilli? Elle est devenue une école, puis des logements, puis il y a eu la permanence. Il faut toujours se réinscrire dans une histoire pour voilà, retravailler sur la réversibilité patrimoniale. De la même manière qu'à Lunel, on a fait une grande étude sur la ville, quels étaient l'accès à la formation, quels étaient les manques, où étaient les associations d'insertion, les entreprises, etc. etc. Faire des rencontres publiques sur des thématiques de société à l'endroit même du projet, c'est fondamental avant de le réouvrir, si on n'est pas encore réouvert, mais en tout cas, voilà, trouver des événements pour faire cette chose. Je vais vite parce que en fait, je sais que sinon, je sais pas quelle heure il est, juste pour savoir. Ah ouais, il faut que je me grouille. Donc, une fois qu'on a réouvert, qu'on a fait des menus travaux, on peut faire ce qu'on appelle une mise à l'épreuve des bâtiments par l'usage. Et comme on a fait cette étude de géographie sociale, on est allé à la rencontre des populations, des services, des associations. C'est-à-dire qu'elles ont déjà identifié le lieu. On réouvre pas un lieu comme ça. Généralement, il faut prendre le temps sur le territoire d'aller rencontrer les personnes et de monter ce petit chantier en parallèle, etc. Et après, on est capable de l'ouvrir et d'avoir des gens qui veulent déjà tester des usages, faire des choses, proposer une programmation. Donc, je vous mets là, voilà, le travail avec les archis, les urbanistes. Là, je vous montre le plan de l'ancien collège jésuite de Billon, où tout de suite, il a été fait un plan d'accessibilité, sécurité, incendie, pour savoir quels étaient les espaces à réouvrir sur le temps 1, ce qu'on pouvait faire sur le temps 2, etc. Il faut phaser, n'ayez pas peur de vous dire, on peut pas réouvrir tout de suite d'un coup, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de réidentifier le patrimoine petit à petit, de lui redonner une vie dans le quotidien, dans la cité, dans la vie du village, de la ville, etc. Donc là, vous voyez un certain nombre d'usages. Une fois qu'il y a eu des tout petits travaux de fait juste d'amélioration des conditions de sécurité pour permettre une réidentification. Donc le marché forain à l'intérieur, la réouverture de l'ancienne faculté des sciences avec un parcours éveil des sciences avec le restaurant social, le CCAS, la mission locale. Qui ont peu d'accès à des espaces comme ça et qui sont très contents quand ils travaillent sur la précarité, d'aller dans ces espaces-là et de se dire ces espaces magnifiques, majestueux qui peuvent aussi accueillir des ateliers parce que dans nos bâtiments CCAS aux normes, c'est pas très sympa pour faire des ateliers pour les demandeurs d'emploi par exemple. Là vous voyez un certain nombre d'usages. Donc dans l'ancienne vitrine de la faculté des sciences, on a quand même fait de la boxe, alors que les vitrines pouvaient être cassées, mais bon, elles n'ont pas été cassées parce que quand on refait confiance, il y a une appropriation et un entretien qui est fondamental. Pendant 5 ans, on a ouvert avec l'argent d'une étude de FESA. Donc moi, j'ai fait une étude de FESA technique avec l'argent d'une étude. En même temps, on a fait office de lieu de service public et d'aide à la personne pendant 5 ans pour le prix d'une étude de FESA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est rien en fait, par rapport si on superpose un nombre d'études pré-programmatiques, etc. Et donc derrière, on est plus fort et on a surtout fait réactiver une démocratie locale. Donc vous voyez plusieurs types d'usages. Voilà comment on en rend compte après. Là, par exemple, c'est sur le cas de l'hôtel Pasteur. Une fois qu'on a eu un certain nombre d'usages, on fait des études pré-programmatiques et on regarde vers où sont tournées les ailes, vers où va être la cuisine collective. Donc la cuisine, c'est effectivement, comme il a été très bien dit pour le familistère de Guise, c'est la première chose à faire. Mettre des toilettes, ouvrir une cuisine collective. C'est la base pour pouvoir manger, être sur site, être sur le terrain, réouvrir au public, etc. Et après, voilà, ça nous permet aussi de lancer un appel d'offres aux architectes derrière. Vous imaginez comment on leur déroule le tapis rouge. C'est-à-dire que tout est fait, on sait qui va exploiter derrière, quel va être le programme, avec quelles associations. Parce que quand on fait ça, en parallèle, on travaille sur la gouvernance. Je vais y arriver. Ça, je vous le montre, c'est la même chose sur Lunel. L'étude de faisabilité en acte, au bout de 2 années de permanence architecturale, démontre avec des fiches par étage et par plan quel programme, quel acteur, quel usage a été mis en place. Donc en parallèle, il y a les photos d'utilisation, etc. du site. Donc tout ça est fait en réel. Et donc quels sont les travaux qui peuvent accompagner la mise aux normes par rapport à l'usage qui a été éprouvé
du coup, on répond très justement, et on est capable de faire un budget d'investissement, mais au pile poil, en fonction de l'usage éprouvé, et on sait derrière effectivement quels sont les assos ou le corps, l'opérateur, on l'aura identifié pour faire du logement social, etc., etc. Pareil sur la MJC de Chiconi, je vous montre parce que là on est en phase de maîtrise d'œuvre, donc ça c'est intéressant. Là c'est l'étude en acte qui a rendu, bon, elle rend des plans plus détaillés, hein, mais là je vous montre juste l'axonométrie d'usage qui ont été éprouvés. Et là c'est le plan que fait Julien Belair, qui est l'architecte qui a répondu à la maîtrise d'œuvre et qui part de ça pour dire bah, c'est super parce que j'ai déjà tout et moi j'ai juste à faire formellement mon toit machin. Et après il avait un cahier des charges de préconisation des travaux en fonction des usages, fait que derrière c'est quand même nickel pour lui. Il y avait déjà un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qui émergeaient pour répondre au chantier. Donc tu n'as pas d'infructueux aussi dans ces cas-là, tu as quand même voilà, un certain nombre d'atouts à faire ces études en acte. Mais ça veut dire fait par l'architecte, hein. On n'est pas un animateur socioculturel, hein. Comprenez bien que c'est vraiment, on fait ça, mais derrière la technique. Et il y a le budget travaux qui est rendu aussi en fonction, l'estimatif travaux, en fonction de l'étude de faisabilité en acte. Donc en parallèle de ça, on travaille sur les modalités de gouvernance. Je vous donne l'exemple de l'hôtel Pasteur, qui a très bien été déroulé tout à l'heure, qui n'est pas la gouvernance classique sur un site, mais une fois qu'on a mis à l'épreuve les bâtiments par usage et que la population, le monde associatif, les entreprises se sont appropriés un lieu, il faut tout de suite travailler sur la gouvernance, l'exploitation future et le modèle économique de fonctionnement, puisque les deux se font en parallèle. Sinon, effectivement, on met tout en l'air, on répare la chose et on vire tous ceux qui étaient là au départ et on a tout à recommencer. Donc là, l'idée, c'est tout de suite de se dire qu'il faut travailler sur le modèle d'exploitation et le fonctionnement futur du lieu en parallèle de la mise à l'épreuve des bâtiments par l'usage et de l'étude de faisabilité en acte. Donc on a monté tout de suite une association de préfiguration du modèle de gouvernance avant que les travaux commencent, avant l'appel d'offres aux architectes, qui permettait de consolider. Oui, pardon. Et je termine, alors je vais vite. Donc vous voyez l'association avant, collégiale, avec des représentants de la société civile autour de différentes pratiques et de disciplines, le santé, le social, le bien-être, des opérateurs de logement social. C'est la société publique locale d'aménagement qui a pris ce projet, parce qu'elle a vu qu'il y avait une telle force que la maire a dit, voilà, l'opérateur, ça doit être l'aménageur qui vient derrière. C'était facile en métropole. Mais à Lunel, on a trouvé une foncière. La permanence architecturale a permis à ce que la foncière Belleville puisse arriver et dire, bah, c'est super, vous avez des exploitants, vous avez un programme. Nous, on vient parce qu'on n'a pas peur derrière de porter ça économiquement et on est capable de nous y retrouver sur un modèle économique avec vos exploitants. Donc là, je vous ai fait un peu la liste, mais vous allez le retrouver dans le PowerPoint de ce que permet justement les modalités de gouvernance future et de donner confiance à l'opérateur derrière. Ça, c'est fondamental pour qu'ils disent effectivement, il y a des gens, il y a des structures, il y a une structure déjà à monter ou en tout cas une structure de préfiguration. Là-bas, c'était de monter une SIC, mais on s'est pas retrouvé dans le modèle SIC, qui nous permet d'y aller, d'avoir confiance. La dernière chose, parce qui est fondamentale, c'est de faire en sorte que le chantier soit un acte culturel ouvert dans la ville. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête au moment du chantier. Comme c'est un chantier permanent, l'étude de faisabilité en acte et la programmation en acte avec la permanence architecturale, puisqu'on réouvre, on fait des tests, une mise à l'épreuve par l'usage, on est en chantier. Il ne faut pas que le moment du vrai chantier, une fois qu'on a lancé l'appel d'offres à la maîtrise d'œuvre, soit coupé et soit le lieu où on remet des barrières ERAS, synonyme de pollution, nuisance sonore, etc. Bien au contraire. Il faut que les acteurs qui ont agi à la programmation ouverte puissent être là aussi présents dans le chantier. Quand on a monté la future école maternelle dans Pasteur, les gamins ils étaient tout le temps là, sur la définition de leur salle de classe, à voir les métiers. C'est aussi une revalorisation de tous les métiers, de tous les savoir-faire liés au bâtiment. Et demain, c'est aussi de se dire, quand on fait l'appel d'offres, moi j'ai rédigé le programme, je suis passée côté maîtrise d'ouvrage, donc j'ai rédigé le programme aux architectes, je leur ai pas laissé le choix. C'est-à-dire qu'on savait quelles entreprises on allait faire amener, quels chantiers écoles, quels chantiers expérimentaux on allait faire dans le cadre de la commande. Ils n'avaient pas tout à faire. On s'était dit, il faut faire travailler les écoles du territoire quand vous avez des écoles. Il faut faire travailler les organismes de formation, AFPA, Greta. Il faut leur donner des supports d'application. Le patrimoine délaissé, peu importe l'échelle à laquelle il vous apparaît, il est important de vous dire que c'est un lieu d'application pour ces écoles, pour la formation, pour l'insertion professionnelle. Et ça, vous trouvez aussi des subventions par la région, par le département. C'est des projets, ces chantiers écoles, chantiers qui sont vraiment subventionnés. Il faut aller voir l'interco, il faut aller voir les services insertion et il faut aussi connaître les acteurs pour monter avec les compagnons bâtisseurs des sujets un peu expérimentaux pour faire en sorte que ce chantier soit un lieu de réparation des populations, d'insertion sociale et de structuration de nouvelles filières sur la réparation du patrimoine, notamment sur la question de la terre, du bois, etc.
Donc voilà, on avait fait une cartographie sur quels acteurs on avait mobilisés avant le chantier sur l'insertion, la participation, les écoles qui pouvaient travailler. Et c'est suivant les territoires, pensez que le patrimoine, c'est un lieu de réidentification des cultures locales. Est-ce qu'il y a un savoir-faire autour du vitrail? Est-ce qu'il y a un savoir-faire autour de je sais pas quoi? Réidentifier ces savoir-faire locaux qui peuvent être aussi des redynamisations des cultures aussi locales. Je vous montre des exemples de chantiers ouverts, actes culturels au public, chantiers écoles. Partout, donc à Boulogne, à l'hôtel Pasteur, enfin voilà, il y a des secteurs en site occupé. Boulogne-sur-Mer, il y avait la population, donc c'était un chantier à ciel ouvert et c'est un formidable lieu de formation et d'enseignement pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on entretient le patrimoine, quand tout le monde participe. Je vous dis juste que voilà, la permanence architecturale et la programmation ouverte, elle est adaptée à l'élaboration du plan guide en acte, comme on l'a fait sur Périgny-sur-Allier, donc village de 1500 habitants, qui aujourd'hui passe en phase opérationnelle avec des fiches techniques sur la gestion de l'eau, sur le patrimoine, qui ont été menées par Rural Combo. C'est sur le site de la ville et c'est sur le site... bon, j'aurais pas le temps de tout vous redire, mais c'est sur le site de l'école du terrain, donc notre centre de ressources, où tout est mis en open source et vous verrez la plupart des projets. Alors, c'est pas forcément que les projets de la preuve par 7. Sur l'école du terrain, vous verrez les projets qui ont fait leurs preuves sur le territoire national et qui mettent en œuvre ce qu'on appelle un urbanisme vivrier du lien et du soin à partir des ressources existantes et du déjà là. Et vous trouverez dans les manières de faire et les projets tout le récit de la façon dont se sont montés ces projets et tous les documents en open source, techniques, juridiques, modèles économiques. Donc vraiment, tous les projets dont je vous ai parlé, ils sont en open source avec tout le document adjacent et les manières de faire pour savoir comment on met en place une permanence architecturale. Et je m'arrête là. Bonjour à tous. Je vais essayer de prendre la suite de Sophie, qui a été à... C'est pas facile, Sophie, c'est pas du tout facile, mais c'est effectivement très inspirant. Et je dois dire que l'ensemble des projets qu'on a menés au sein aussi de Manifesto, et je vais vous dire 2 mots de Manifesto, ont été extrêmement portés et inspirés de toute cette dynamique que vous avez initiée, avec un angle d'attaque un peu spécifique qui est celui des artistes et de la culture dans la capacité à embarquer ce type de projet. Mais c'est une source d'inspiration, de méthodologie et de recherche qui est constante. Donc je suis ravie et évidemment émue de prendre la suite en présentant. Je vais rentrer dans un cas précis qui est celui de la citadelle d'Ajaccio avec ce qu'on appelle la reconversion culturelle artistique ouverte, c'est-à-dire comment on invite, on structure une programmation artistique, une programmation culturelle, on convoque des artistes tout le long d'un projet de développement. Et essayer de vous expliquer pas à pas ce projet et comment il s'est réalisé, où on en est. Manifesto, en 2 mots, c'est un opérateur culturel indépendant que j'ai créé il y a maintenant quasiment 10 ans avec Hervé Digne. On travaille sur des projets d'intervention artistique dans l'espace urbain, de production, de gestion aussi de lieux, d'accompagnement de musées. On fait circuler aussi des expositions et on a développé un lieu qui s'appelle Push, où vous allez ce soir, qui accueille 270 artistes, mais je garde cette histoire pour tout à l'heure parce que vous allez tous être à Aubervilliers dès 18h30. Donc, la citadelle Miolis, elle a été toujours fermée, patrimoine militaire, pendant 500 ans. Comment faire de ce lieu, non pas une occupation transitoire qui serait utiliser une vacance et la refermer, mais bien un exemple de reconversion culturelle et artistique via une activation par étapes. Ce site-là, et pourquoi cette dynamique de préfiguration nous importe? Parce que vous posiez la question tout à l'heure de pour qui? Pour les Ajacciens, pour le public, pour faire venir et faire découvrir ce patrimoine-là. Et on est tout à fait convaincu que ce patrimoine et cette histoire a effectivement quelque chose à dire de ce qui s'est passé, a quelque chose à faire dans la création d'un lien social, tu le disais, au sein de la Corse et de la ville, mais aussi la capacité à créer cette vision, cet imaginaire de la ville de demain. Et cette volonté-là, elle était aussi très forte de la part et de la ville et de la SPL, qui est la société d'aménagement d'Ajaccio. En plein cœur donc de la ville,
un bâtiment où il y avait donc personne, alors qu'il est assez fabuleux et de par son emplacement et de par son architecture. Très logiquement, dans les premières étapes, donc à part le moment de gloire où vous reconnaissez Édouard Philippe, donc ça c'était dans sa coupe précédente, et Laurent Marcangel, cet achat de la citadelle en 2019, se dire qu'est-ce que j'en fais ? Toutes les questions qui ont été posées précédemment, comment ce lieu-là, je peux l'ouvrir, comment je peux le transformer, quel opérateur va venir s'impliquer dans ce type de projet, quelle reconversion penser, et immédiatement, voilà, un peu les réflexes de maîtrise d'ouvrage, d'aller chercher une maîtrise d'œuvre et d'aller chercher et consulter éventuellement des acteurs hôteliers pour se dire, ben, on va faire un parador à la française en transformant cette citadelle d'Ajaccio en un hôtel de luxe. Et voilà, et j'aurais financé ce travail-là. Mais ce programme-là, ces premières initiatives, d'abord, le lien avec les acteurs hôteliers ne s'est pas fait, les consultations ont échoué, et d'autre part, côté habitants et ajaxiens, une vraie volonté de s'approprier le patrimoine et de ne pas laisser passer ce lieu-là, en se disant on veut d'autres usages, on ne veut pas que ce soit fermé, on ne veut pas non plus que ce soit un lieu qui soit redonné uniquement à du privé. Donc, comment faire différemment, sans pour autant, dans le choix initial de la ville, c'était très présent, sans pour autant confier les clés du site à un occupant extérieur, temporaire, même local. Je pense qu'il y avait une vraie volonté du côté de la ville de garder la main de la vision et la gestion du projet. Donc il y a différentes modalités d'action. Et là, il y a une vraie volonté forte qui est d'être à l'ouvrage pour la maîtrise d'ouvrage, qui s'est vraiment trouvée sur le site en tant que tel. Comment préparer cette activation culturelle et artistique donc au sein de la ville d'Ajaccio, en s'appuyant tout d'abord sur une première réflexion, une première rencontre avec les habitants, en testant des premiers usages qui sont ressortis d'échanges et de visites de la citadelle. Donc vous voyez des besoins qui sont identifiés sur de la création, de la destination culturelle musée, de l'événementiel, du commerce, de l'hébergement, de la formation. Et il y a un peu un panel assez large et presque quasi exhaustif où effectivement on ouvre la boîte de Pandore en se disant tout est possible, quel type d'usage je vais mettre en place à ce moment-là. C'est comme ça que ça a démarré. Également en se posant la question très en amont de comment activer le site et quelles étaient les possibilités de montage juridique, soit une délégation complète à un porteur de projet externe ou création d'une association pour la SPL qui puisse gérer, ou un montage un peu hybride avec des acteurs qui s'impliquent et la SPL qui continue à développer ce projet-là. Et comme le disait aussi Sophie tout à l'heure, très tôt, comprendre les premiers enjeux techniques du bâtiment. Donc, quelles sont les possibilités en termes de sécurité, de sûreté, etc. Qu'est-ce qui est plus ou moins facile ? Ce qu'on a fait là, c'est de regarder les différents types d'usages et les besoins en termes de classification. Qu'est-ce qui est plus ou moins facile à ouvrir très tôt avec un minimum de financement pour se dire qu'effectivement, il y a déjà, en fait, tout un ensemble de lieux, d'espaces ou d'ensembles qu'on peut habiter, qu'on peut ouvrir, qu'on peut déjà transformer avec des budgets qui sont extrêmement limités, sans forcément se lancer dans une reconversion totale de la citadelle. Ça a permis de débloquer au sein de la ville cette première action, de faire des premiers travaux de sécurisation au sein du site. Et vous voyez le périmètre vert, en réalité, ça permet déjà, avec un financement moindre, d'ouvrir la citadelle, de sécuriser le périmètre et de faire rentrer
dans l'ensemble de la citadelle, sans forcément ouvrir à ce stade des bâtiments et de se lancer dans des budgets beaucoup plus importants. Déjà de faire visiter, de faire connaître et de créer aussi ce lien entre la population, la maîtrise d'ouvrage, les architectes qui sont mobilisés aussi sur le projet, de créer ce dialogue et de voir comment on va construire la suite. Donc les principales décisions à ce moment-là de l'activation, elles étaient de se dire on va définir un programme et on va définir aussi une vision du projet en s'appuyant sur l'histoire du site, sur l'histoire d'Ajaccio. On va monter ça avec les partenaires locaux qui sont déjà là et qu'on va embarquer dans ce projet. Cette étude juridique qu'on a vue qui permet de définir les modalités d'intervention. Une analyse technique simple qui se dit où est-ce qu'on peut rentrer, où est-ce que c'est plus difficile, quel type d'usage on peut simplement accueillir, faire ses premiers travaux et ensuite se dire que tous les projets qui vont être mis en place seront lancés via des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour justement pouvoir faire émerger toute initiative possible autour du projet et embarquer un maximum d'acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas une programmation qui va se dessiner de par une direction artistique ou d'un porteur de projet unique, c'est aussi fédérer une communauté d'acteurs qui va sélectionner des projets qui eux-mêmes vont être en fait structurés d'année en année, et là aussi dans un temps long, et qui vont être sélectionnés par un comité pluripartite. Par exemple, très tôt, on s'est dit que c'était très intéressant de mobiliser les artistes, de mobiliser le regard des artistes sur ce patrimoine chaque année, mais de faire que les artistes habitent vraiment sur le site pour se l'approprier, pour en donner aussi une vision sensible, pour aussi créer ce lien avec le grand public et rendre compte de ce qu'ils ont vu. Donc, via un appel à création sur une résidence de photos, sur une installation, sur un projet architectural participatif dans la ville. Et ça, c'est un peu comme des thématiques qu'on va retrouver d'année en année et qui vont se construire et qui vont aussi permettre à l'ensemble des acteurs du territoire de dire il se passe ça à la Citadelle, j'ai pas candidaté cette année mais je veux être partie prenante l'année prochaine. Comment embarquer dans ces projets-là les institutions, les associations au niveau local et au niveau national et petit à petit faire aussi cet effet d'entraînement sur un projet qui devient visible. Très intéressant, le choix de Céline Clanet, par exemple. Donc là, c'était la veille de l'ouverture de la Citadelle. Elle a fait tout un travail sur la Citadelle avant son ouverture. Donc, tout ce qui sera ensuite les parties cachées, en fait, de cette Citadelle, avec ces photos qui sont ensuite déployées sur l'ensemble des murs et de la Citadelle, ce qui fait que quand on a ouvert pour la première fois la Citadelle, elle a témoigner de comment elle a vécu. Elle a vécu 3 mois dans la Citadelle avec ce patrimoine, en échangeant avec les uns et les autres, etc. Donc il y a vraiment un regard, une parole et quelque chose là qui constitue aussi une collection, une ressource pour les maîtrises d'œuvre, pour les porteurs de projets pour la suite, pour la ville, sur comment on peut avoir un angle d'attaque un peu différent de cette Citadelle. La gaffe parabolique de Baptiste César, c'est de la même manière tout un travail de recherche sur les végétaux de la Citadelle, en arrivant là avec une sorte d'un peu de pied de nez à cette défense militaire de la Citadelle, en l'installant dans un endroit très incongru, mais qui décale aussi le regard, qui fait que les uns et les autres voient cette entrée d'un coup complètement différemment. Et pour ça, les artistes ont quand même ce don assez incroyable de redonner une autre visibilité, de décaler le regard, d'interroger cette histoire et d'embarquer aussi le public sur ces réflexions-là. Une troisième action qui a été menée dès le départ, c'est inviter des architectes sur le territoire en collectif, de la même manière à habiter le lieu, mais aussi à penser un projet avec les habitants, là pour le coup vraiment très proches, les voisins, avec toute une déambulation en fait le long de la ville et créer ensuite cet escalier immense qui donne un autre point de vue qui fait sortir des remparts. Donc ça veut dire qu'avec ce projet-là, d'un coup, au sein de la Citadelle, on avait un autre regard sur la mer là, d'Ajaccio.
et puis d'accompagnement du projet très tôt également, ce qui s'appelle maison du projet, mais qui est une maison en mouvement du projet en train de se faire. C'est un lieu d'accueil et d'échange avec les habitants d'Ajaccio, tous ceux qui viennent effectivement visiter le lieu, que ce soit des touristes, ça dépend évidemment des saisons, que ce soit, on le voit là, des étudiants aussi en architecture qui, dès la première année, ont pu réfléchir à comment positionner la citadelle, comment la transformer, comment penser autrement ses accès, ses cheminements. Et en fait, de ces éléments-là de réflexion, ça a aussi permis, dans la suite de la programmation de la citadelle, d'instruire des nouveaux emplacements. Donc la première ouverture en 2021 avec un moment assez festif d'inauguration, assez maîtrisé aussi de la part de la mairie, qui convoque plusieurs artistes du territoire, qui permet de faire entrer pour la première fois sur le site et qui donne le camp d'envoi d'un projet sur le long terme d'activation culturelle et de tests d'usage sur l'ensemble du périmètre, et la constitution d'une équipe resserrée à la fois côté aménageur, donc SPL, avec une porteuse de projet qui a un profil d'ingénieur architecte, mais aussi une personne qui a un profil culturel, et de notre côté, la mise en place d'une équipe dédiée sur place qui s'installe aussi sur Ajaccio. Ces enjeux de bâtir une programmation, pour nous, ils sont très importants parce que c'est des rendez-vous que vous donnez. C'est une animation aussi continue qui, au fur et à mesure, permet d'inviter et effectivement de nouer une programmation à la fois avec la programmation de la ville et les différents acteurs qui veulent, qui d'un coup vont, au lieu de se dire on va programmer ça ailleurs, nous on veut le faire à la citadelle, comment on peut participer au projet, comment on peut s'impliquer aussi dans un projet comme celui-là, et qu'est-ce qu'on peut amener. Toujours dans cette réflexion au fil du temps de tester des nouveaux lieux, un travail avec le collectif GRU qui est de réhabiliter d'autres espaces dans la citadelle et de travailler cette fois-ci avec les pêcheurs qui sont juste au pied de la citadelle, qui sont aussi d'autres acteurs, d'autres participants potentiels du projet, comment eux vont s'impliquer dans ce projet-là. Et puis petit à petit, on s'est dit bon, là, toute cette programmation se met effectivement en place. Pour autant, la vie du lieu n'est pas forcément encore là. Comment créer cette vie du lieu et comment là aussi permettre à des nouvelles initiatives de s'impliquer dans le projet. D'où l'idée d'ouvrir une guinguette au sein de la citadelle via un appel à candidature. Donc c'est ce qui est très intéressant dans ces activations, c'est-à-dire que dès qu'on pose cette question sur la table, il y a un certain nombre de ce n'est pas possible, techniquement on n'y arrivera pas pour des questions de sécurité incendie, on ne peut pas ouvrir les portes parce que finalement financièrement ça va coûter trop cher de mettre aux normes pour installer une guinguette ou un lieu de restauration, ça va créer une concurrence importante vis-à-vis des autres acteurs du centre-ville, donc l'ensemble des commerçants à proximité vont être vent debout cette initiative-là, et au final, personne ne va venir. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que plutôt que de se placer sur un territoire théorique en disant si on y croit, c'est simplement de se dire faisons-le, testons sur un temps court et voyons ce qu'il en est. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va pas fonctionner? Et si ça fonctionne, qu'on puisse justement développer de manière déployer plus longtemps ce type d'activité. Et avec cette guinguette, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais initialement, les commerçants, la chambre de commerce d'Ajaccio ne voyaient pas ça du tout d'un bon œil. Le fait de lancer un appel à candidature, d'installer en l'occurrence un duo d'Ajacciens pour monter cette sainte guinguette et leur permettre d'ouvrir les portes, d'animer,
d'accueillir et que ce lieu devienne festif, a balayé assez rapidement l'ensemble des réticences qui étaient présentes au sein de la ville. Donc cette capacité à faire plutôt qu'à concevoir de manière théorique et de se battre sur un terrain théorique, pour nous, elle est très forte et très importante. Et c'est aussi la modalité d'action qu'on veut avoir sur chacun des projets, en trouvant ensuite les bonnes modalités juridiques. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir être ouvert à tous en termes de modalités d'appel à candidature, donc que chacun puisse répondre à cette candidature-là, et de mettre en place un bail précaire, donc de courte durée, qui donne aussi une flexibilité à la SPL en lui disant soit ça fonctionne et on peut poursuivre ou trouver un autre acteur, soit on s'inscrit, soit on passe à un autre test d'usage. Dans la même veine, l'idée est toujours de pouvoir installer d'autres typologies d'activités dans le lieu, avec par exemple des ateliers, des boutiques, des artisans qui viennent habiter le lieu différemment, qui viennent s'installer, qui viennent aussi développer leurs propres besoins au sein de la citadelle. Et les réticences initiales ont été un petit peu les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut convaincre les services de la mairie, convaincre les pompiers, la sécurité, etc. Mais c'est un dialogue qui, au fur et à mesure, s'enclenche sur le terrain et qui donc permet de fédérer aussi autour du projet les différents acteurs qui vont être clés et les embarquer vraiment dans des actions avec des réalisations. Ensuite, on peut montrer, en fait, ça a marché. Donc, on peut avancer aussi à l'étape suivante de manière très concrète parce qu'on embarque sur des sujets assez clés. Et chaque année, pouvoir aussi relancer ces appels à création, d'inviter à nouveau des artistes sur d'autres points de vue, mais l'ensemble de ces actions-là renseignent le projet, la transformation du projet à terme. Ici, par exemple, avec Gilles Brusset, c'est aussi ouvrir, presque à proprement parler, la citadelle avec ses miroirs, parce qu'elle reflète le paysage extérieur quand on arrive au sein de la citadelle. Donc c'est donner un angle de vue, donner une approche, interroger un fait historique, interroger un enjeu du patrimoine de manière différente. Marion Gambin, qui avait tout ce travail aussi de photos sur le lieu, elle a, étant donné que la citadelle était à ce moment-là ouverte, elle a travaillé avec des habitants de la citadelle, qu'elle a fait poser selon des faits historiques, qu'elle a aussi habillé et refait ces photos qui sont ensuite installées dans l'ensemble de la citadelle. Mais là, une citadelle qui est complètement habitée et qui raconte ses histoires et ses parcours en fait d'habitants d'Ajaccio qui sont présentés sur la ville. Dans donc ces premières étapes ont été extrêmement importantes pour pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, que ce soit la ville, que ce soit la CT, que ce soit évidemment un projet qui est intégré dans la dynamique de réinventer le patrimoine, donc de cette réflexion portée aussi par Atout France, Banque des Territoires, et qui est challengée régulièrement avec cet accompagnement-là. Mais comment ce projet de préfiguration-là renseigne la vie du lieu à terme et en quoi la dimension culturelle et artistique devient aussi un élément fort du projet final. Donc il y a plusieurs choses qui, au gré de l'activation, se structurent. Des partenariats pluriannuels, par exemple avec le FRAC, donc le Fonds régional d'art contemporain, qui, entre la ville et le FRAC, ont signé une convention pour présenter des expositions chaque année dans ce qu'on appelle la Poudrière, qui, évidemment, au départ, la Poudrière n'est pas du tout un lieu à même d'accueillir des œuvres, n'est pas aux normes, n'est pas un lieu de destination d'expo, mais c'est en fait un programme qui va permettre à la ville d'enrichir son programme culturel, au FRAC de présenter ses œuvres à d'autres publics sur un temps long et de monter des expos spécifiques chaque année dans cet espace qui fait à peu près 200-250 mètres carrés. Et cette habitude de travail entre, par exemple, le FRAC et la ville est quelque chose qui va vraiment s'ancrer aussi dans la durée. Également, se poser la question de quels autres espaces
on peut activer, dans une épure aussi économique, toujours, de limiter les dépenses d'aménagement, mais sortir du plateau de la citadelle, d'un coup arriver dans les douves, tester aussi des usages qui peuvent être peut-être plus des usages collectifs, sportifs, en s'appuyant sur les associations et les différents acteurs qui eux-mêmes vont s'emparer de ce type de projet et changer les cheminements pour arriver à la citadelle, ce qui, dans la manière d'aborder le projet aussi architectural, change complètement la perception du lieu. Donc c'est aussi cette idée d'habiter le lieu pour le voir différemment et pour le penser différemment dans sa transformation architecturale. Et petit à petit, ce lieu-là devient en fait cette plage du village qui est complètement appropriée par les uns et les autres et où les initiatives arrivent auprès de la ville et de la SPL plutôt que l'inverse. Ce qui est assez fort, puisque ça suppose que, en fait, il y a des envies vis-à-vis de ce patrimoine, il y a des initiatives qui veulent venir contribuer, qui veulent devenir opérateurs aussi à long terme, et qui veulent s'y impliquer pour de bon. Et c'est ce côté d'incubateur, finalement, via l'activation temporaire, et là est très palpable. D'un coup, ce lieu-là devient finalement un nouveau morceau de ville dans Ajaccio. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'on a compris que c'était en fait différents villages au sein d'Ajaccio, que les populations ne se rencontraient pas forcément, et qu'en fait, cette nouvelle place du village est un lieu de croisement, de fêtes, d'échanges, d'initiatives partagées par l'ensemble des différentes communautés du village. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple concret de comment on arrive à fédérer et embarquer sur ce type de projet, et de voir là, cette carte qu'on a pu réaliser pour se dire comment progressivement on teste ces usages, on teste différents lieux, avec à chaque fois les problématiques qui vont se poser. C'est-à-dire, techniquement, comment on peut ouvrir tel ou tel lieu, qu'est-ce qui va faire qu'on va y arriver, quel enjeu d'accueil de public pour différentes typologies d'activités, avec quels acteurs, selon quelles modalités juridiques. Donc en fait, ça permet de déployer un ensemble de sujets et d'inviter un ensemble d'acteurs qui est extrêmement vaste et extrêmement riche. Et là, vous voyez par exemple que des espaces publics initiaux qu'on voyait au début, on a pu progressivement s'implanter à de multiples endroits au sein de la citadelle. Avec aujourd'hui une ouverture au public qui est très forte et plus de quasiment 400 000 personnes qui viennent au sein de la citadelle, alors que 3 ans plus tôt, c'était évidemment pas du tout partie prenante du projet. Dans cette programmation qui se met en place, et la visibilité aussi du projet via les programmes artistiques et culturels notamment, et la capacité à expliquer le projet et à le faire connaître au grand public, un des éléments aussi clés, qui est important pour la ville et dans la capacité à trouver aussi d'autres acteurs, d'autres opérateurs sur le long terme, c'est la capacité à communiquer sur des événements, sur des actions particulières, sur l'accueil du public, sur le fait que les étudiants en archi soient venus, sur tel projet de résidence de photos, sur telle soirée, etc. Donc il y a une visibilité très forte du projet au fur et à mesure, et un maillage de cette programmation complète avec la programmation de la ville sur les événements réguliers du quotidien qui se mettent en place. L'ensemble de ce travail-là, il se maille au quotidien avec une réflexion à terme. Il renseigne, si vous voulez, avec une réflexion à terme de comment on va transformer qu'est-ce que va devenir la citadelle, et quel type d'acteurs vont s'implanter dans cette citadelle pour quel type d'usage. Effectivement, c'est toujours une tension entre l'activation et la programmation à terme. D'où la mise en place dans le même temps d'un calendrier de programmation sur les différentes étapes,
avec là, les architectes, les ingénieurs, les archéologues, des programmateurs. Vous verrez Alpha Ville demain, donc, qui travaille avec nous sur ce projet-là. Donc étape par étape, pour faire en permanence une réflexion sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retire, comment on se nourrit des enjeux de l'activation pour penser le lieu à terme. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les différents tests d'usage qu'on a pu avoir. Donc voilà par exemple des typologies d'usage qu'on a vues. Et de se dire que ensuite on a mis en place ces compositions programmatiques in fine de la citadelle, avec en fait différentes typologies de quartiers, que ce soit un quartier commerçant, que ce soit un quartier actif, que ce soit un quartier de la connaissance, de l'hébergement, parce que là aussi, c'est comment en fait l'ensemble des besoins et qu'est-ce qui a pu en fait émerger des différentes rencontres sur le terrain au sein de la citadelle, avec un socle qui est ce socle culturel, en se disant ce patrimoine est assez unique. Cette histoire, on veut l'embarquer de manière permanente sur le projet à terme. Comment on s'en sert et comment c'est aussi un fil rouge pour l'ensemble de la programmation à terme, même si vous comprenez bien, ce n'est pas l'unique acteur au sein du lieu par la suite. Donc, un des enjeux enfin peut-être pour résumer, sur ces activations ouvertes, reconversions ouvertes, artistiques et culturelles, un des premiers principes, ouvrir et ne pas refermer. Donc comment on peut maintenir un site ouvert, se dire c'est une opportunité, on va le travailler, on va tout de suite l'ouvrir dans une économie de moyens, mais en permettant d'ouvrir ce lieu et d'accueillir différentes initiatives, tout en mettant en œuvre une programmation et une vision artistique et culturelle qui permettent d'impliquer les différents acteurs, que ce soit les artistes, les associations, les institutions locales ou plus lointaines, et qui permettent de donner une visibilité forte de ce projet et de construire un projet pour la suite. Comment travailler avec les artistes et les interroger à différents moments, à différents niveaux, de différentes manières, que ce soit via des résidences, que ce soit via des programmes d'installation, que ce soit via des expos, que ce soit via des événements. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir à dire sur la durée aussi sur un tel projet. Comment phaser ces activations-là. Effectivement, pas se dire on va d'emblée habiter un site dans son entièreté, mais on va faire les choses petit à petit en analysant techniquement ce qui est possible, ce qui est le plus simple, et progressivement ouvrir d'autres lieux, interroger d'autres usages, mobiliser d'autres financements. Ce qui permet de fédérer, en termes de gouvernance de projet, différents acteurs autour du projet, et aussi d'avoir des modèles économiques qui évoluent, de modèles économiques qui sont très subventionnés au départ par la puissance publique, à des modèles économiques ensuite qui sont aussi avec des ressources propres. Par exemple, quand on installe la guinguette, il y a des redevances qui permettent aussi de nourrir le projet. De la même manière avec les boutiques ou les commerces, mettre en place de la privatisation au fur et à mesure. Donc il y a aussi dans cette dynamique d'activation des ressources économiques qui vont arriver, qui n'étaient pas initialement identifiées. Avec là, en l'occurrence, des sujets notamment autour de la SPL, qui ne peut pas recevoir de mécénat ni de subvention, donc qui a été un frein aujourd'hui dans le développement de la programmation. Donc il y a vraiment cette question d'activation, mais aussi de ressources possibles autour d'une activation. Et comment développer d'autres ressources financières. Un des éléments clés pour nous est toujours de passer par des appels à projets et des appels à création, c'est-à-dire faire connaître le projet et inviter différents regards, différentes propositions, des appels à manifestation, donc ouvrir le plus possible le projet aux initiatives et créer ces habitudes de pratiques du lieu qui peuvent être des pratiques de travail, des pratiques festives, des initiatives à porter,
tout simplement des visites ou tout simplement un lieu de déambulation pour progressivement tester ces différents sujets. Voilà. Et peut-être en conclusion sur les pourquoi, qu'est-ce qu'on en tire sur qu'est-ce que peut amener une dimension culturelle et artistique dans une activation. Cette capacité à révéler un patrimoine architectural et historique, le rendre accessible, le rendre sensible, créer aussi cet imaginaire fort autour du projet qui est ouvert à tous, renseigner et créer de la ressource pour le projet à terme et fédérer un certain nombre d'acteurs existants sur le territoire, déjà là, mais aussi à plus large échelle, rayonner avec des acteurs qu'on peut aller chercher, pour le coup, beaucoup plus loin et qui ont un intérêt à nourrir et à interroger cette programmation-là. Moi, je trouve que des avantages au fait de tester les lieux vacants patrimoniaux, notamment pour des raisons économiques, puisque ça permet de ne pas se lancer dans des réhabilitations trop coûteuses directement. Par contre, je vois quand même un obstacle, parce que souvent, quand on se lance dans des programmations, c'est que les lieux ne sont pas destinés à recevoir du public. Et comment, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure brièvement, mais je vois ça quand même comme un obstacle majeur en termes de normes d'accessibilité et de sécurité. Les obstacles effectivement d'accessibilité au public des lieux initialement vacants sont permanents, c'est-à-dire qu'effectivement si on attend d'être aux normes sur tout, ce n'est pas possible. En revanche, il y a toujours une manière d'ouvrir, de trouver une solution pour pouvoir accueillir le public selon différentes activités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tout faire, mais les solutions pragmatiques sont toujours possibles. Il y a peut-être certaines activités, si je reprends cet exemple-là, faire un grand concert au sein de la Citadelle, ce n'est pas envisageable. Pour autant, faire un spectacle vivant, on nous dit il ne faut pas asseoir les gens, on ne les assoit pas. Donc c'est vraiment une discussion qui peut s'enclencher avec les services de la ville pour trouver la manière d'y arriver et façonner les choses pour permettre au public d'entrer, ou alors de laisser à l'extérieur, d'envisager une programmation qui se décline sur l'extérieur. Donc ces questions, ces injonctions de faire permettent aussi de vraiment se coltiner la question de comment on peut réaliser ça sans forcément être non plus dans les clous complets sur tout. Ça c'est évident. Merci. Pour ajouter, techniquement, ne vous laissez pas abattre par les DGS ou les techniciens, parce que bien souvent, effectivement, ils vont voir la chose dans son entièreté. Ce qu'il faut, c'est être très bon. Il faut ramener un pompier, mais très concrètement, on ramène un pompier, un bureau de contrôle. Avec un architecte, on fait un état des lieux, des espaces qui vont temporairement. Quand on est dans du temporaire, on n'est pas obligé d'avoir un type, de correspondre à un type et une catégorie de bâtiments. Ça, il faut l'avoir en tête. Il faut avoir des connaissances. Souvent, on a peur parce qu'on n'a pas la connaissance. Mais quand on arrive à discuter avec un technicien de service et qu'on a cette connaissance-là et que derrière, on fait appel à un bureau de contrôle qui va dire oui, je comprends qu'il y a l'objectif d'une occupation petit à petit. On phase les choses. On n'ouvre pas tout le bâtiment. Donc, on prend 200 mètres carrés au point de départ. Il y a une ouverture. Donc, on se dit qu'il y a une issue de secours. On peut accueillir 50 personnes. On peut avoir un ERP de 5e catégorie, etc., etc. Donc, ne vous dites pas tout de suite, je vais avoir 1000 personnes. Non, on commence par le petit à petit, et on se dit, c'est du temporaire, donc on peut faire les choses de manière foraine, comme sur un chantier. Donc ça, on le fait pour plein de choses. Pourquoi ne pourrait-on pas le refaire pour du patrimoine, en se disant que par contre, on met en sécurité l'accès aux autres espaces. C'est juste ça qu'il faut savoir faire. Mais comme on le fait dans un festival qui vient s'implanter quelque part à un moment donné. Donc il faut prendre cette agilité de la façon de construire en démontable ou de la façon d'être sur un territoire à un moment donné et de s'en aller dans le patrimoine. C'est la même chose. Et pareil, quand on réouvre une cour dans un ancien couvent des Clarisses ou ce genre de choses. Désolée, on va être obligé d'arrêter. Donc les questions, donc ça sera juste après la pause. Vous serez par groupe de 15, donc ça sera vraiment plus facile. Merci beaucoup. On espère que ça vous a intéressé.
Merci.